Je donne la parole à son Excellence Molabi Kenneth Sekowa, ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales du Lesotho. Your Excellency, Excellence, Monsieur Kutesa, président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emblée de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection plus que méritée au poste de président de la 69e session de l'Assemblée générale. Votre carrière éminente de diplomate, de leader, est la garantie d'une session couronnée de succès. Permettez-moi également de féliciter votre prédécesseur, Monsieur l'ambassadeur John Ash, pour le brio avec lequel il a mené la 68e session. Monsieur le Président, au cours de ces 69 dernières années d'existence, les Nations unies ont été le témoin de nombreux changements dans les relations internationales. Certains ont été traumatisants, d'autres plus bénins. La survie des Nations unies, en dépit de ses difficultés, atteste de sa résilience et de sa pertinence aujourd'hui encore. Aujourd'hui, les Nations unies restent confrontées à de graves difficultés. L'éruption constante de conflits armés de par le monde, le terrorisme, le changement climatique, les maladies, les effets persistants des crises économiques et financières ne sont que quelques-uns des défis qui restent au premier plan des relations internationales et qui sont source de préoccupation pour la communauté internationale. Depuis la Corne de l'Afrique, dans l'ensemble de la région du Sahel, jusqu'à la République du Kenya, jusqu'au Congo, le continent africain est confronté à la montée en puissance du terrorisme. Le groupe Boko Haram basé au Nigeria, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le groupe Al-Shabaab en Somalie, continue de constituer une menace sérieuse à la paix et à la sécurité du continent. L'émergence de nouveaux groupes extrémistes et d'entités terroristes au Moyen-Orient et ailleurs, tels que les Yel, viennent non seulement exacerber le problème, mais constituent un rappel brutal que nous devons conjuguer nos efforts pour nous acquitter de la responsabilité morale qui est la nôtre, de faire en sorte que les peuples, où qu'ils se trouvent de par le monde, jouissent du droit à la paix, du développement et du droit de voir préserver le caractère sacré de la vie. Le recours à la force militaire en tant que stratégie de lutte contre le terrorisme n'est plus une panacée pour lutter contre cette menace. Le terrorisme exige une approche holistique qui s'attaque aux racines de ce fléau. Le règlement des conflits internationaux basé sur le dialogue, la justice, l'égalité de tous les États doit être au cœur de cette stratégie si nous voulons qu'elle porte ses fruits. Monsieur le Président, le conflit sanglant, récurrent entre Israël et la Palestine continue de peser lourdement sur la conscience de l'humanité tout entière. Les faits récemment enregistrés dans cette région ont jeté une ombre sur un avenir qui semblait riche de promesses d'un règlement négocié. L'impunité sans précédent, le recours disproportionné à la force par les parties au conflit nous amène à nous interroger sur notre revendication à nous définir en tant que civilisation. Transformer les refuges des Nations unies en zones de combat, tuer des enfants innocents, des femmes, des hommes qui ont trouvé refuge,
est un acte honteux, un acte qui doit être condamné de la manière la plus vigoureuse possible. Les Lesotho appuient la résolution du Conseil des droits de l'homme, disant que les massacres de civils palestiniens innocents devraient faire l'objet d'enquêtes par une commission indépendante et que les responsables de ces actes devraient être tenus responsables. N'oublions pas que nous avons à l'unanimité adopté le principe de la responsabilité de protéger il y a environ une décennie de cela, et ce, afin de protéger, de préserver des civils innocents, des crimes de guerre, du génocide, des atrocités de masse et de l'épuration ethnique. En effet, le Conseil de sécurité a réaffirmé ce principe dans le cadre de plusieurs conflits de par le monde, et dans certains cas, a autorisé l'intervention militaire. Malheureusement, dans le cas du massacre de milliers de civils palestiniens, le Conseil a reculé à l'heure d'invoquer le principe de la responsabilité de protéger. Il s'est conforté dans l'adoption d'une déclaration présidentielle qui échoue de manière flagrante à réitérer ce principe de responsabilité pour les crimes de guerre perpétrés. Les civils de la bande de Gaza méritent la protection dont jouissent les Israéliens de Tel Aviv en vertu du droit international. Nous en appelons à Israël, comme nous l'avons toujours fait par le passé. Nous demandons de respecter ses obligations au titre des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Telle est la seule voie possible vers une paix durable, Monsieur le Président. Le monde a compris depuis très longtemps quels étaient les dangers de l'humanité, dangers découlant de la possession d'armes de destruction massive. C'est la raison pour laquelle le Lesotho continue de plaider en faveur d'une abolition totale et de la destruction de toutes les armes nucléaires. Ces armes n'ont pas leur place dans notre société moderne et civilisée. D'où l'appel lancé en faveur d'une convention interdisant toutes les armes nucléaires. Dans le cadre des efforts déployés pour réaliser cet objectif, nous devons insister sur le fait que le respect plein et entier des dispositions du traité de non-prolifération des armes nucléaires est essentiel. Dans le même ordre d'idées, nous demandons l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, conformément aux décisions prises lors de la conférence d'examen du TNP de 2010. Il est inacceptable, Monsieur le Président, que les Nations unies d'aujourd'hui reflètent encore la structure du monde de 1945, un monde tel que l'envisageaient les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La réforme des Nations unies, y compris de son Conseil de sécurité, ne saurait attendre plus longtemps. Nous avons besoin d'une organisation des Nations unies réformée, transparente, démocratique, pour préserver la paix et la sécurité internationale, pour faire face aux défis du développement. Tous les États membres doivent faire montre de la volonté politique nécessaire pour faire en sorte que progressent les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil. Faisons en sorte que la 69e session soit une session pendant laquelle des mesures concrètes et décisives soient prises. Les délégués qui se sont réunis à San Francisco pour mettre la dernière main à la Charte des Nations unies rêvaient d'un monde de paix et de prospérité pour tous. Ils avaient renoncé à une vision du monde dans lequel certains imposaient unilatéralement des sanctions économiques et des blocus financiers contre d'autres. Un monde dans lequel certains peuples se voyaient nier le droit à l'autodétermination ou se trouvaient soumis à l'occupation, comme dans le cas de Cuba, de la Palestine et du Sahara occidental. Nous devons faire en sorte que ces points noirs disparaissent de nos livres d'histoire, tout en faisant en sorte que nos actions soient guidées par la lettre et l'esprit de la Charte des Nations unies. Monsieur le Président, le thème
choisi pour notre débat général, à savoir réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur du développement durable pour l'après 2015, ne saurait être plus pertinent, étant donné les circonstances internationales que nous connaissons. La voie vers la réalisation de tous les OMD a été difficile. Certains pays ont fait état d'un succès relatif sur le front de la réduction de la pauvreté, de la faim, ont fait état d'une augmentation de la scolarisation, une réduction de la mortalité infantile, une amélioration de la santé maternelle et de la lutte contre le VIH-Sida. Toutefois, les défis restent les plus titanesques dans les pays les moins avancés, dans les pays en développement sans littoral, dans certains petits États insulaires en développement et dans les pays touchés par un conflit ou en émergent. De notre côté, au Lesotho, nous avons réalisé certains progrès sur la voie de la réalisation de 2 au moins des 8 objectifs du millénaire pour le développement, à savoir l'éducation primaire universelle et la promotion de l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes. La voie vers la réalisation d'une vie dans la dignité pour tous reste longue et difficile. Le VIH et le sida constituent encore une menace de taille. La misère qui découle de ce fléau est connue de tous. L'Afrique est plus vulnérable face à cette menace du fait de la pauvreté et du chômage qui s'y aggravent. Malheureusement, de nouvelles pandémies incurables telles que la maladie à virus Ebola ont vu le jour, semant le chaos dans des pays africains frères, submergeant leur système de santé. Le monde doit mobiliser des ressources, mobiliser toute son énergie pour aider les pays affectés en Afrique de l'Ouest à lutter contre la pandémie et l'éliminer à long terme. Notre quête de développement et pour un avenir durable ne doit pas faiblir alors que nous entrons dans une ère nouvelle et nous lançons dans l'élaboration d'un programme de développement pour l'après 2015. Nous devons élaborer un nouveau jeu d'objectifs du développement durable universel, concis et solide, axé sur des moyens de mise en œuvre. Il est important d'insister sur l'appropriation nationale, et le respect des conditions nationales de chaque État membre. Nous devons tirer parti de la diversité de notre monde pour nous permettre de réaliser nos aspirations en matière de développement. Alors que nous poursuivons les discussions intergouvernementales en vue de la 3e conférence internationale sur le financement du développement qui aura lieu à Addis Abeba en Éthiopie en juillet 2015, nous devons continuer d'être guidés par l'esprit de franchise, de compréhension mutuelle, exempte d'acrimonie, qui caractérise souvent nos délibérations intergouvernementales. Tout aussi important, nous devons insister sur le fait que le progrès dans la réalisation de l'état de droit à l'échelle nationale et internationale est essentiel à la réalisation du développement durable, à l'éradication de la pauvreté, à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Lesotho ne fait nullement exception dans ce domaine. Monsieur le Président, il y a quelques jours de cela, le sommet sur le climat nous a donné la possibilité de réaffirmer une fois encore notre détermination collective à mettre en œuvre des mesures capables de faire face au changement climatique. Nous n'avons été en désaccord que trop longtemps avant d'être confrontés aux données scientifiques frappantes attestant du fait que le lien entre le réchauffement planétaire et l'activité humaine était indéniable. Malheureusement, les catastrophes ont commencé à frapper, affectant essentiellement les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Mon pays est un des pays les plus touchés par le changement climatique. Ces dernières années, le Lesotho a été
confronté à des difficultés préoccupantes sur le front du développement, et ce, du fait du changement climatique. Les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les gelées précoces, les sécheresses, la désertification, la dégradation des terres arables sont venus exacerber les difficultés auxquelles nous étions déjà confrontés. Les moyens de subsistance des sociétés sont étouffés. Les économies, les modes de vie se trouvent affectés de manière négative, tout en reconnaissant que des ressources sont allouées pour aider les pays en développement, pour les aider à atténuer le changement climatique, à s'y adapter. Nous restons préoccupés du fait que ces fonds sont difficiles à accéder. L'architecture mondiale de financement de la lutte contre le changement climatique est complexe, comprenant diverses structures de gouvernance, des modalités variées. Certains financements passent par les agences multilatérales, en dehors même des mécanismes de financement de la CNUC, dans certains cas, alors que d'autres passent par les institutions d'assistance au développement bilatérales, ce qui complique considérablement la coordination. Lesotho en appelle à la communauté internationale et à ses partenaires au développement. Il leur demande de simplifier l'accès aux fonds alloués aux initiatives de lutte contre le changement climatique, et ce si nous voulons vraiment qu'ils portent leurs fruits sur le terrain. Monsieur le Président, en guise de conclusion, permettez-moi d'indiquer que le régime de la Charte des Nations Unies a, à ce jour, permis d'empêcher une troisième guerre mondiale, réalisant ainsi un des rêves des architectes de notre organisation si chère à nos cœurs. Le succès et la pertinence continue des Nations Unies en ce nouveau millénaire dépendront dans une grande mesure de sa capacité à se renouveler, à se préparer à relever les défis de notre ère moderne. Nous, Nations Unies, devrions continuer d'être la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer et le meilleur espoir pour l'ensemble de l'humanité. Le moment est venu pour les dirigeants de ce monde, où qu'ils se trouvent, de se rallier à cette course à la transformation pour favoriser la paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'état de droit, la dignité humaine, la compétitivité économique et la prospérité durable pour tous. Le Lesotho, restera un élément ferme et résilient de cette initiative. Merci. Je remercie les ministres des Affaires étrangères et des Relations internationales du Lesotho.